Bonjour et bienvenue à votre émission Électron Libre, une émission où on aime bien vous parler de sujets qui nous marquent ou qui nous inspirent ou donc on a le goût de vous en faire part. Donc, mes collaborateurs, Mélanie Saint-Germain, Francis Côté, comme à chaque semaine, vont nous parler de choses et d'autres. Cette semaine, on va parler de storyboard, on va parler de la théorie du complot et on va parler du documentaire Demain et le lien que moi j'en ai fait avec la permaculture. Ah, et voilà, Wow. hein, c'est lancé. C'est Et il y aura bien sûr un top 10 assez intéressant à la fin, comme d'habitude. Mais avant ça, coup de gueule, coup de masse. On va commencer avec Mélanie. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. J'ai fini l'université. Oh, Ben, j'ai bravo. pas fini, il me reste un an encore, mais bref, pour l'été. Et j'ai eu le temps de lire Oh, oui, bravo. autre chose que des textes universitaires. Et mon coup de cœur, Milan Kundera. OK. J'ai lu L'identité. Un genre de livre où tu sais, l'espèce de livre où tu termines puis tu fais OK, comment je me sens? Et bon, tout de suite, je me suis fait conseiller L'insoutenable légèreté de l'être que je suis en train de dévorer en ce moment même. Et coup de cœur, Kundera, le coup de cœur. Vraiment. Ouais. Très gros coup de cœur. Oui, super. Merci. Francis? Les deux, coup de cœur et coup de masse. Coup de cœur, on a eu dernièrement les photographies de notre mariage qui a été célébré l'été dernier et de magnifiques photos qu'on a exposées, que les gens ont dit j'aime, félicitations vous deux. Coup de masse, parce que j'espère que... Photo de Francis Doucette, moi j'aimerais le Oui, préciser. oui. Vraiment super Un photographe. professionnel fantastique avec qui on a eu beaucoup de plaisir. Par contre, si les gens retiennent de mon été ou retiennent de ma vie que nous sommes beaux, nous sommes fantastiques, qu'on a une vie de couple merveilleuse, j'espère que les gens, quand ils voient apparaître ces magnifiques photos-là sur les fils de l'Internet durant l'été, des familles qui prennent la bonne pause au bon moment de leur vie fantastique, eh bien, je me lève le matin, je pue de la bouche, j'ai quelques livres en trop parce que durant l'été, je prends un verre, je mange du sucre et je m'amuse. Je me chicane avec ma conjointe. Avec nos enfants, ce ne sont pas toujours des moments fantastiques et on gère des crises à la maison. Donc, merci d'avoir liké ma photo, mais n'oubliez jamais que ce n'est pas la vraie vie. C'est bon, Oh, ça. bravo. Coup de cœur pour Francis. Merci. Finalement, je sens. Moi, c'est un coup de masse. Et- Bang! Moi, j'aime quand même ça, le sport. Tu sais, je suis pas un fan là, fini qui suit tout et qui connaît tout, mais j'aime quand même ça. Et pour vrai, là, j'en ai ras le cul des fans du Canadien de Montréal. Ouais. Peu importe ce qu'ils font, les gens font juste chialer. À la télévision, on a des pseudo-spécialistes. C'était des joueurs ordinaires de hockey qui s'improvisent commentateurs, qui n'ont aucun vocabulaire et qui ont pas plus d'argumentaire que mon oncle. Là. Je veux dire, je suis vraiment tanné. Peu importe ce qu'ils vont faire, le monde va chialer. Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu lui laisser une chance, regarder, voir? Puis la journée où le gars qu'on connaît pas fait un bon coup, là, Criff, la Coupe Stanley dans 6 mois, c'est, hey, on est aucunement réaliste et moi, j'en peux plus. Donc, c'est pour ça que je vais continuer d'aimer ça. C'est là. Hein? Bon, tout ça pour ça. Mélanie, tu vas nous parler de ton moi qui commence? storyboard. Oh, moi, je te lance là-dedans. J'ai le goût que tu nous parles de ton storyboard. OK. En fait... Attention, tu vas rendre ça au café. Ouais, merci, merci Pierre. En fait, ça fait quelques mois que je travaille sur un projet de storyboard de long métrage. Je dirais pas trop le titre, parce que je suis pas sûre si ça peut se parler ou pas. Bref. C'est correct. Un projet que j'adore, par contre, ceux qui sont concernés comprendront. Et je dis aux gens, tu fais quoi de ce temps-ci? Moi, je travaille sur un storyboard. C'est quoi un storyboard? C'est vraiment nécessaire, un storyboard? Il y a plein de questions qui ressortent de ça. En fait, un storyboard, si on fait un peu d'histoire, Georges Méliès serait l'inventeur du storyboard. En fait, parce que c'est quelqu'un qui laissait rien au hasard dans son film, qui prévoyait puis tout ça. Puis en fait, c'est un peu ça, un storyboard. Un storyboard, ça sert à vraiment planifier l'ensemble de tes plans au cinéma et avant le tournage, naturellement. Ce qui fait que tu prends un scénario, le réalisateur ou, peu importe, fait un découpage technique. Découpage technique étant premier plan, deuxième plan de la scène 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et demande à un storyboarder de dessiner un film. Okay. Son film Ça avant. devient comme une bande dessinée. C'est ça. J'ai amené mon storyboard, en fait, que je suis en train de travailler dessus. Donc, sur un storyboard, je vais essayer de le montrer. On m'a dit la caméra là, en exemple. Donc, sur un storyboard, en fait, ce qu'on retrouve, je peux
Je vais le montrer aux garçons. Je vais leur montrer. Ce qu'on retrouve surtout, ça va être les mouvements des personnages, les plans de caméra. Ouais, c'est ça. Tu vas vraiment avoir, en fait, toutes les indications de quel est le plan, quelle est la scène, qu'est-ce qu'on retrouve dans le plan, l'échelle de plan aussi. Un plan rapproché, un plan taille, un plan poitrine. Et en fait, vous regardez ici, on a un gros plan de pied avec une jaquette dans la forêt, c'est un. Et ce que le réalisateur veut voir, en fait, c'est, bon, le personnage avance comme ça pendant qu'on a un pan gauche-droite qui s'exécute. C'est clair. Oui. On le voit, c'est évident, et c'est vraiment marqué aussi toute la description de la scène qu'on trouve dans le scénario. Donc, de fil en aiguille, dans le storyboard, on va aussi retrouver, par exemple, c'est très, très clair. Là. Regarde, on voit comment le personnage est placé, on voit ce qui se passe, tout est décrit, on voit les plans aussi de caméra. Habituellement, les plans sont les flèches sont en couleurs différentes. Je ne suis pas rendue là encore, je suis en train de le faire. Mais comme ici, par exemple... Tu dessines bien, quand même. Oui, Bien, c'est merci. magnifique. Merci. Donc, ici, par exemple, on a un pan, on voit la flèche qui part de contre-plongée. La vue subjective, c'est marqué ici, vue subjective. On a la contre-plongée, ça descend sur une vue subjective de ses genoux. Donc, on va avoir le mouvement de caméra comme ça. Tout est clair. Ce qui fait que quand le réalisateur, par exemple, c'est un bijou de travailler avec quelque chose comme ça, de pouvoir se permettre comme réalisateur d'avoir un storyboard, parce que ça sauve, par exemple, au niveau de la DA. Je veux tel décor, tel style, c'est dans les années 50, je veux qu'on voit apparaître ça. Donc, prends son storyboard, regarde, ça a l'air de ça. Ouais. Le comédien, un outil précieux encore pour le réalisateur. Qu'est-ce qu'on voit de moi? On voit ça. Parce que comme comédien, souvent, c'est insécurisant. Tu ne sais pas si on voit tes jambes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on voit dans l'écran. Tu vois ça. C'est clair. Fait que le temps sauvé au réalisateur, souvent sur un plateau de tournage, moi, à l'université, c'est souvent moi qui fais les storyboards. On arrive, puis lui, il est très, très développé, puis tout ça, parce qu'en fait, tu peux faire que des bonhommes allumettes, si tu veux. Mais souvent, il y a 3-4 storyboards qui traînent sur le plateau de tournage, puis les gens regardent dedans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être tourné, quelle scène. C'est un outil vraiment, vraiment, vraiment... Ben, moi, ça me fait beaucoup penser. En tout cas, je suis un fan de bande dessinée, puis il y a des BDistes. Entre autres, je pense à Alan Moore. Quand tu lis ses BD, tu vois les travelling, tu vois tout. Donc, ça peut vraiment ressembler. En fait, oui. J'ai une question pour toi. Oui. Un gars, mettons, comme Woody Allen, qui est considéré comme, en travaillant beaucoup avec l'improvisation, Oui. les caméras épaules, les trucs comme ça, est-ce qu'il se fait aussi des storyboards ou il travaille d'une manière différente? Je suis pas Woody Allen. Je sais que la plupart des grandes productions se doivent, selon moi, d'avoir un Star Wars. Puis même les films d'animation de Disney ont des storyboards, en fait. Parce que faire une image plutôt que 24 secondes, c'est beaucoup moins complexe. Donc, souvent, comme je disais, c'est plan par plan. Selon moi, il doit avoir... Je sais qu'il y a des réalisateurs qui n'avaient aucun storyboard, mais selon moi, s'il y a un scénario, il peut avoir un storyboard. En partant du scénario, du fait que Mais oui, si il y a dans quelque ton chose idée, d'écrit, mettons, il y a beaucoup ça, laisser libre cours au dialogue, etc. tout est ouvert au changement dans la vie. Oui, Tu sais, tu je- pourrais faire un c'est storyboard ça. pareil. Tu préfères un storyboard, selon moi, parce que moi, je veux dire, le storyboard est fait. Là, tout réalisateur va dire que le storyboard ou le scénario va être suivi à la lettre, mais que si à un moment donné, il y en a plusieurs réalisateurs qui vont dire, ben cette scène-là, on l'efface quand au montage, ou on la fait pas comme ça, finalement, on change de place, on a une contrainte, on a quelque chose qui arrive, qui survient, on change d'angle de caméra, et finalement, je veux un gros plan. Fait qu'ils vont faire le plan qui était prévu là, finalement, on va faire un gros plan aussi. Tout est... Mais ça, c'est tellement unique à chacun des réalisateurs. Il y en a qui suivent à la lettre. Hitchcock, savait son film dans sa tête, c'était quoi? C'est ça. Il savait au final, ça allait être quoi? Rien n'a changé. Ben, les Il y, improvisateurs... il y en a qui sont plus rigides, puis il y en a qui vont laisser plus de Fait place. qu'il y a-t-il un storyboard? Ben, il y a rien, Sûrement, ouais, c'est ça. peut-être. Ouais. Je ne suis pas avec lui, j'aimerais bien ça, Woody Allen. Mais s'il improvise, bien, certainement qu'il doit improviser aussi au niveau du storyboard. On imagine la somme de travail pour une production de 2 heures, mettons, le storyboard de la liste de Schindler, mettons. Là. C'est fou, là. Et là, on parle d'un court-métrage, Ouais. quelques images. Non, ça, c'est un puis long un métrage, long-métrage, par contre, mettons. ouais. Mais c'est du Mais travail incroyable, c'est là, l'ensemble des plans de caméra. Puis ça va être autant de travail, par exemple, si on a un plan qui dure 20 secondes, plan séquence, où tu vas faire, mettons, plusieurs plans pour montrer le déroulement de la scène, que 3 plans. Parce qu'il y en a qui découpent beaucoup leurs films, il y en a que c'est des plans très longs, plans séquences. Puis, si on dessine vraiment mal, on fait quoi? On le fait pareil. OK. On se fait confiance. Comme réalisateur, on n'a pas tous accès à des storyboarders, il n'y en a pas beaucoup. C'est le fun d'avoir un storyboard, même pour le réalisateur, souvent, de mettre ses images sur papier puis de faire des bonhommes allumettes. La plupart des storyboards que j'ai vus sont faits comme ça.
Je pense que ça peut aider aux comédiens, ça peut aider à toute l'équipe. Mais encore là, j'ai pas la science infuse. Il y a plusieurs réalisateurs qui travaillent sans storyboard. Et tant mieux. Mais ouais, gars. OK. Et merci Exact. beaucoup. On Merci. voit ici le storyboard que Pierre avait en tête quand il a élaboré l'émission. Donc, depuis 3 saisons qu'on fait ça. Mais comprenez-vous? Oui. Oui. Voilà, c'est Et clair. puis ça marche, hein? Regarde, on est là, on est placé pareil. On ne change pas la Sauf formule, que je ça suis marche. trop grande, par exemple. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Très intéressant. Moi, je vais vous parler de quelque chose. Moi, je suis fan de documentaires. J'écoute probablement plus de documentaires que de films dans ma vie, là. Bon, je suis aussi enseignant en politique. Il y a beaucoup de documentaires sur l'état de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont très intéressants. Le constat, c'est que c'est un peu souvent donnant. L'être humain s'en va dans le mur, ça va mal. Puis là, tu finis, tu fais « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? » Et je suis tombé sur le fantastique documentaire Demain. Ça, c'est le livre qui a inspiré le documentaire. Donc, Demain. Vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça dure 2 heures. Dans les 10 premières minutes, tu as le même constat que dans tous les documentaires. Ça va pas bien l'environnement, ça va pas bien l'économie, ça va pas bien plein d'affaires. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer des gens et leur mettre le micro en dessous de la face là, pour qu'ils nous parlent, non pas de comment ils verraient les choses, mais de qu'est-ce que concrètement ils font pour changer les affaires. Et c'est en 5 thématiques. Il y a comme un suivi des thématiques. La première chose, c'est au niveau de l'alimentation, donc de l'agriculture. Ça, je vais y revenir parce que nous, on a décidé de poser des actions. Ça. Donc, l'agriculture, comment on peut changer les choses, comment on peut nourrir plus de gens, comment on peut être plus productif au niveau de l'alimentation de manière relativement simple, dans les villes, entre autres, très intéressant. Ensuite, on y va du côté de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est important. Les ressources naturelles. Oui, on parle beaucoup du pétrole, notre dépendance au pétrole. Comment on peut faire des choses? Et là, on réalise qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a vraiment des endroits où ça change pour vrai. Ça se passe. Je veux dire, en ce moment, une ville comme Copenhague utilise 80 d'énergie renouvelable. Et ils visent que le Danemark au complet soit exempt d'énergie fossile d'ici 50 ans. Je veux dire, c'est fou, là. Mais ça se fait. Ensuite, on y va du côté de l'énergie, de l'économie. Hey, ça va mal. Il y a des solutions en économie. On nous parle de plein d'affaires. Les 2 bras me sont tombés, entre autres, quand on a parlé de monnaie locale. Il y a des monnaies locales qui fonctionnent en Suisse entre des entreprises depuis quasiment 100 ans. Je veux dire, il y a des choses qui se font, qui sont assez extraordinaires. On parle beaucoup d'achat local aussi. On va parler de comment stimuler notre économie. En tout cas, c'est très, 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 très intéressant. Finalement, en 4e, on va parler de gouvernance, donc de démocratie. Comment on peut décider autrement. Vous n'avez pas l'impression là, que on essaie toujours de faire, on pense que ça va faire différent, mais on a toujours l'impression que les résultats sont pareils. Donc là, on peut faire différent, c'est super intéressant. Et on finit par l'éducation. L'éducation est essentielle. Et là, on va voir d'autres modèles d'éducation. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, mais c'est autre chose. Mais c'est autre ça, chose. c'est une vision. Ça nous fait sortir de nos paradigmes. Et surtout, à la fin du film, tu es de bonne humeur, tu es positif, Ah, c'est vrai. tu as l'impression que tu peux changer les affaires de manière très simplement dans ta vie. Vraiment à voir. Si vous aimez lire, le livre va encore beaucoup plus loin, surtout au niveau de l'économie. Il y a plein de solutions qui sont appliquées. Très, très, très intéressant. Et nous, ça nous a marqué assez pour... moi, je vis sur une petite ferme. J'ai deux champs de terre agricole et on avait un petit potager. Et là, on a tranquillement décidé de passer à la permaculture. Donc, on a changé notre manière de faire de l'agriculture. On peut faire de la permaculture sur son balcon en ville. Là. C'est relativement simple. L'idée de la permaculture, c'est que dans la vie, là, les plantes, là, ça ne pousse pas en silo puis en rangée comme quand on fait un jardin ou qu'on voit dans des champs. Non, ça pousse entremêlé, puis il y a des raisons à ça. C'est parce que les plantes vont s'aider mutuellement. Il y a des plantes, c'est des bons mix à faire. Pour l'expliquer de manière très simple, je vais vous parler le cas des tomates. Hein? On va planter des tomates, les tomates vont lever, ont besoin de soleil, etc. La meilleure chose à faire, c'est de planter en dessous de tes plants de tomates du basilic. Pourquoi? Parce que tomate basilic, déjà un mix extraordinaire, mais le basilic va éloigner les pucerons des tomates. Donc, on n'aura pas besoin de mettre de l'insecticide, etc. Donc, on va manger plus sainement, tranquillement. Aussi, il y a beaucoup sur les fleurs comestibles, les champignons, le compost. Il y a beaucoup de choses à faire qui sont très, 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 très simples. Si vous aimez ça, écoute, moi, nous autres, on est vendus,
On est parti d'un petit jardin de presque rien il y a 4 ans. Aujourd'hui, on commence à produire beaucoup de fruits, de légumes, et puis on en est très fiers. Donc, documentaire demain à voir. Et si ça vous inspire de faire les choses différemment, permaculture, une idée parmi tant d'autres, mais il y a plein d'idées à travers ce documentaire-là. À voir absolument. C'était mon point. Francis, toi, tu veux maintenant nous parler de théorie du complot. Oui, c'est ça. Vous savez que dans mes chroniques, je suis toujours sérieux et cohérent. Je vais travailler aussi sur le non-verbal. Je vais vous parler de certaines théories du complot et de par vos réactions, ce que j'aimerais voir, percevoir un petit peu, c'est la possibilité que ce soit réaliste. Donc, si, admettons, c'est absurde, bien, quelque part, on devrait le sentir dans mon non-verbal ou dans ma façon de faire le delivery de la nouvelle, ou si, admettons, c'est réaliste, bien, pourquoi pas? Soyons suspicieux. Tout d'abord, dans les plus grands complots imaginables, ça a été, tout d'abord, l'atterrissage sur la Lune en 1969. Rappelons qu'à ce moment-là, Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'auraient pas mis les pieds sur la Lune, le gouvernement américain voulant gagner la course à l'exploration spatiale contre les Soviétiques. Et il ne voulait pas risquer la vie des astronautes. C'était vraiment une course à l'espace. Donc, est-ce que c'est possible? Que ça aurait été filmé en studio, genre. Genre, je sais pas. C'est peut-être irréaliste, mais bon, on ne sait jamais. T'es sceptique. Ben, c'est ça, j'ai un doute. Les reptiliens gouvernent la Terre. Cette conspiration prétend qu'une race de reptiles humanoïdes ont pris le contrôle des systèmes politiques des grandes puissances de ce monde et auraient un regroupement secret de reptiles humanoïdes, un peu comme dans V. Ben oui, c'est le même scénario, là. Savoir qu'est-ce qui est arrivé ils ont avant. montré une animatrice télé avoir des espèces de trucs qui voulaient sortir de la face. Ouais, là. c'est ça, là, genre. C'est qui déjà? C'est ça, Oprah? Du botox. Ouais. Mais, Ouais, V, ça faisait peur. Il mangeait des souris, c'était dégueulasse. Ouais. OK. Le virus Ebola aurait été une arme chimique, biologique, excusez, qui en ont perdu le contrôle à quelque part. Un virus, d'ailleurs, est archivé présentement, la variole. Oui. La variole est encore conservée à quelque part pour être capable d'en étudier la souche. Est-ce qu'Ebola pourrait être quelque chose qu'on a échappé dans la nature, qu'on a construit nous-mêmes? Pas après, d'après ce que moi j'ai lu, là. Pas d'après ce que tu as lu, bien, tu as la réponse. Donc, sceptique, tu sais, pas sûr. Elvis Presley ne serait pas décédé en 1977. On Donc, s'entend, là, il serait mort pareil aujourd'hui. là, on s'entend, là. Je veux dire, le Il n'y a gars, plus rien de... il filait pas, là. Ouais. Tu sais, on s'entend que dans les dernières shots qu'on a vues de lui, que c'était lui ou pas, il filait pas. Fait en 2017, est-ce qu'on se demande encore si Elvis Presley est vivant? Je sais pas, là. Mais moi, je pense que ça vient beaucoup du fait qu'il y a tellement eu d'imitateurs, de personnificateurs Ouais. d'Elvis qu'à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui le voyait quelque part, là. Ben, c'est ça. Je veux dire, ça, on pourrait le faire avec les grands chanteurs. D'ailleurs, j'y reviens tantôt avec un autre. Le groupe Bilderberg contrôle le monde. Ça, je ne connaissais pas ça et j'avais jamais entendu ça. Le groupe Bilderberg est une conférence annuelle réunissant les membres et hauts dirigeants du monde de la politique. La théorie la plus populaire est celle que le suspect, ce groupe élitiste qui tire des ficelles des gouvernements et tente de contrôler nos vies, rien de moins. Wow, je pense que ça s'appelle un gouvernement. Puis Ouais, on tu sais, a je veux dire, ça, simplement, c'est vrai puis c'est pas vrai. Là. Il y a des gens qui contrôlent Ben les oui. ficelles Ah oui. de Ben oui. l'économie, Tout le temps, les des gens qui lobbies, tirent les ficelles, d'économie, mais de nos vies, ben, maintenant, on continue à vivre et on fait nos choix. Tu sais, il y a des groupes qui ont tenté de le faire, comme les Chevaliers de Colomb, les Mousses, les Chevaliers Primeurs, et ils n'ont pas réussi. Les avions nous empoisonnent. Une théorie voudrait que la traînée de fumée blanche qu'il y a derrière les avions, ce serait finalement des gens qui mettent du poison pour garder le contrôle sur la population mondiale. Donc, les traînées, ce seraient des traînées de poison. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui habite à Bagotville. Voilà. Paul McCartney, mort depuis 1969. Donc, c'est l'inverse de Presley. Quand même fucké. Ouais, lui serait mort. Il est- Mais c'est peut-être que Paul McCartney, aujourd'hui, c'est en fait Elvis C'est Presley. Elvis Presley. Je pense que les gars se sont pagés, parce qu'en 60, tu te pageais, et se sont dit, regarde, je suis fatigué, peux-tu prendre ma place? Ouais. Puis finalement, Elvis jouait dans les Beatles pendant des années. Tout se peut. Oussama Ben Laden est toujours vivant. Donc, Avec Jerry Boulet. ouais, avec Jerry Boulet. Et, voilà. Donc, finalement, ne serait pas mort. On n'a jamais vu son corps. Donc, la théorie veut que les Américains ont voulu sauver la face
suite aux attentats, et finalement pour En redorer même son temps, s'il n'était pas blason. mort, là, il serait assez baveux pour se pointer à la face pour le dire. là, Ben, quand même, je veux dire, toute niaiserie ou toute chose qui était faite par ce groupe-là était mise devant la caméra. Ouais. Le 11 septembre était un complot intérieur. Plusieurs documents ont été faits, plusieurs Beaucoup de documents études. là-dessus, Et que finalement, c'est un arrangement. Je Des pense trucs qui sont sortis cette semaine. Ouais. là, Il n'y aurait même pas eu d'avion. Ouais, il n'y aurait pas eu ça. Ouais. Les avions étaient photoshopés. Ah, ben là, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. Regardez ma page. Je veux dire, à quelque part, si tu as besoin de fantastique, quand tu es rendu à t'inventer toute situation historique qui Ouais. est arrivée, que tu peux remettre en question, parce que tout peut se remettre en question, on s'entend, rendu là, il y a des questions à se poser. Moi, j'aime plus le fantastique depuis que j'ai vu Histoire sans fin 2. Beaucoup d'empathie, là. Il y a eu de la neige empoisonnée aussi aux États-Unis qui finalement ne fondait pas normalement et qui avait des odeurs particulières. On s'entend que finalement, tout événement historique peut être remis en question. Est-ce que tout doit être une théorie du complot? Je ne sais pas, mais j'ai réussi à quand même trouver, en sondant plusieurs personnes âgées du secteur de Boom-Stassini et qui m'ont partagé une théorie du complot de notre secteur. Il semblerait que c'est un regroupement de puissants hommes d'affaires qui se réunissent la nuit entre Dolbeau et Mistassini pour des incantations aux statues qui se trouvent entre les deux villes. Il semblerait que si des gens tournent la 3e et la 7e statue simultanément, il pourrait y avoir une caverne qui s'ouvre et qui renferme de grands trésors qui ont été enfouis suite à des centaines d'années de la ville de Boom-Stassini, comme un menu du Moulin Rouge, des articles de Marco 51015, du gaz de chez Fina, des chaises de chez Armand et des racks à articles du Continental. Donc, ces puissants hommes d'affaires que nous ne nommerons pas, semble-t-il, contrôlent notre ville depuis des centaines d'années. Merci beaucoup, Francis. C'est assez génial. Moi, je veux vous parler des choses que un top 10, des choses que notre corps peut nous faire accroire. Tu sais. Ah ouais. Notre corps, là, il nous parle puis il nous dit des choses et il nous berne même. Et c'est assez fascinant. Premièrement, on connaît ça, c'est peut-être le plus connu, les membres fantômes. Ouais. Hein, vous connaissez? Bon, c'est pas un membre fantôme, là, c'est pas un bras qui a été possédé par un esprit troisième. maléfique. Là. T'en as pas un Non, 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 c'est tu te fais couper un membre et tu continues à le sentir. Donc, on dit que 80% des personnes qui ont été amputées d'un membre continuent ça continue à leur faire mal, à le sentir. Ils pensent des fois qu'ils n'ont plus de jambes, mais ils pensent qu'il y en a encore une. puis ils vont- Ça aide en fait à pouvoir marcher même avec une prothèse. Mais oui, c'est ça. Non, 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 ça, c'est ça. Deuxièmement, on a la grossesse nerveuse. Hein? Bon, c'est ça s'appelle aussi le pseudocéicis. Ce phénomène, pour le moins étrange, est extrêmement rare chez l'humain. Conduit une femme à développer tous les symptômes d'une grossesse à ce près qu'elle n'a pas de fœtus dans le ventre. Oui, c'est ça. Tous les symptômes, le tout. Oui. Le ventre? Oui, c'est ça. Et un autre, le troisième, qui s'en appelle le déni de grossesse. Ça, c'est le contraire. C'est que tu es oui. enceinte, Ah mais ton oui. corps refuse d'avoir des symptômes Ah oui. d'une grossesse. J'ai accouché, je ne le savais pas que j'étais enceinte. Ça me fascine. Hey, ça, là. moi, ça me fascine. Ouais. Oui, le rejet Les physiologique quatre, de tout symptôme de grossesse alors que la grossesse, elle est bien là. Donc, la femme continue d'avoir ses règles, son ventre ne grossit pas, rien ne permet de réaliser que jusqu'à un peu avant l'accouchement qu'elle est enceinte. C'est du déni. Ouais. Entre autres, on a aussi le syndrome de Cotard. Oh. Oui. La personne atteinte de ce syndrome est amenée à penser qu'elle est morte. Hein? Ouais. C'est fou, hein? Et c'est malade. Oui, c'est ça. Sinon, on a un truc qui est assez intéressant qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Golem. Ça, en fait, c'est que l'effet Pygmalion, c'est que si tu es constamment encouragé ou on te dit « Francis, t'es vraiment beau, t'es vraiment un beau gars » et tout le monde t'en parle, ben toi, tu vas penser que t'es beau, pour vrai. Et même chose, l'effet Golem, c'est le contraire. Si on n'arrête pas de te dénigrer sur quelque chose, t'es pas bon, tes dessins sont moches, c'est vraiment pas beau ce que tu fais, c'est vraiment pas beau. On n'arrête pas de te le dire, à un moment donné, tu vas considérer que tu vas arrêter de dessiner parce que tu vas considérer que ce que tu fais, c'est pas beau. Donc ça, c'est un effet psychologique aussi. On lâche pas, il en reste. Assez dévastateur. Assez dévastateur, on sait. Les terreurs nocturnes. J'en ai fait. Ah oui. Hein? Cette crise qui peut s'avérer pathologique est plus souvent présente chez les enfants. Mais puis ça fait vraiment flipper, là, Ah oui. capoter les parents. Hein? Oui. Bon, ton cerveau pense que tu es réveillé alors que tu es dans une forme aiguë de somnambulisme. Tes yeux sont ouverts, tu peux crier jusqu'à 20 minutes,
Tu peux crier jusqu'à 20 minutes en donnant des coups à tout ce qui s'approche. Puis le lendemain, tu te rappelles de rien. Tout ça est vrai. Comme les Tout ça. pollutions nocturnes. Oui. Ouais. Donc, terreur nocturne. Autre, le syndrome de Munchausen. Donc là, on s'invente, c'est une pathologie qui consiste à s'inventer une maladie ou à faire croire qu'on a subi un traumatisme. Tout ça pour attirer l'attention. Mais on en parle comme si c'était vrai et on finit par le croire. Il y a un peu de mythomanie là-dedans là, aussi. L'effet placebo ou nocebo. Super intéressant. L'effet placebo, on le connaît plus. On va te donner un médicament, mais en fait, il n'y a rien. Puis tu vas guérir, ça va avoir vraiment des symptômes. L'effet nocebo, c'est le contraire. On va te donner un médicament en te disant tu vas avoir ces symptômes-là et tu développes ces symptômes-là, mais non, il n'y a pas de. Mais il y a rien. n'existe pas, Il c'est n'existe ça. pas. OK. C'est ton corps qui te parle. Comme un antibiotique qui pourrait donner la diarrhée, par exemple. Oui, exactement. C'est ça. La méthode Coué, le 9e. Oh là là! C'est proche de l'effet Pygmalion, en fait. C'est à titre personnel, OK? Il s'agit de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, ça, c'est une technique. Ça veut dire que tu te fais, je sais pas, tu te fais mettre à la porte de ta job. Ben là, hein, wow, tu vois les opportunités. Tu vois tout ça. Et tu peux vraiment fonctionner à finir par voir tout de manière positive, même ça peut devenir assez Ça troublant. peut devenir troublant, Oui. ouais. Et finalement, mon préféré, l'anosognosie. Oh. OK? C'est un mot un peu difficile à dire, OK? Mais c'est vraiment malade là, comme trouble neuropsychologique. C'est des gens qui en sont atteints, c'est des gens qui vont être comme genre paralysés ou qui ont des cécités, OK? Mais, par exemple, tu es un aveugle, OK? Mais ton corps te convainc que tu n'es pas aveugle. Ah, ouais. Wow. Donc, tu es paralysé, mais t'es convaincu que tu l'es pas. que tu l'es pas. OK. C'est fou, hein? C'est fou, hein, ce que OK. notre corps peut faire. Et voilà, c'était C'est super intéressant, Pierre. tout ça pour ça. Là-dessus, merci d'avoir encore été des nôtres cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore très intéressante. Bonne semaine!